CNT, ouverture solennelle de la session ordinaire du mois d'octobre. Pénurie du carburant au Mali, l'essence s'est fait de plus en plus rare à Bamako. Vous retrouverez les détails d'un moment à l'autre dans ce journal. Bonsoir et bienvenue à tous dans ce journal de 18h. Comme annoncé dans les titres, cérémonie solennelle d'ouverture de la session ordinaire budgétaire d'octobre 2025 du Conseil national de transition. C'était ce lundi 6 octobre 2025 au CICB sous la houlette du général du corps d'armée Malick Diao, président du CNT. La rencontre a enregistré la présence du Premier ministre malien, du président du Conseil consultatif de la refondation du Niger et du vice-président de l'Assemblée législative du Burkina Faso. Le compte-rendu, Lala Kouyaté et Seydou Niari. Cette session ordinaire du mois d'octobre sera exclusivement basée sur le budget national 2026 dans le cadre de la relance économique. À travers les séances plénières de cette nouvelle session, une analyse approfondie sera faite sur la loi des finances 2026 en plus des 10 autres projets de loi. En cette période où notre pays poursuit courageusement sa marche vers la refondation, le budget budgétaire revêt une dimension hautement stratégique. Il s'agira pour nous de bâtir une fois encore un budget réaliste, rigoureux et orienté vers des résultats qui répondent aux aspirations profondes de notre peuple en matière de relance économique, de renforcement de la sécurité intérieure, de la stabilisation institutionnelle, de la mise en œuvre de réformes structurelles majeures. Comme vous le savez, les orientations de la politique budgétaire pour 2026 sont définies sur la base des perspectives macroéconomiques, des engagements pris par le gouvernement, ainsi que des priorités des politiques publiques définies dans le plan d'action du gouvernement 2025-2026, conformément à la vision Malikura Nyetassira, Kabesamba Flanibi Oroni Sabama et sa stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033. C'est dire que le budget qui nous est soumis devra répondre à ces défis. Voilà pourquoi notre session ne doit point se limiter à enregistrer des chiffres, à les équilibrer. Elle doit plutôt être un moyen sûr qui transporte les engagements de la transition avec ses principes de transparence, de bonne gouvernance et de justice sociale. Honorable membre du Conseil national de transition, je reste convaincu, comme par le passé, que le projet de loi des finances 2026 qui nous a été soumis sera judicieusement analysé, scruté et que nos débats seront à la hauteur des attentes de nos compatriotes. Un moment solennel de par la présence des différentes délégations parlementaires des pays de l'AES qui, dans leurs propos, laissent entendre que leur présence prouve à suffisance la détermination et l'engagement des peuples de l'AES à mener le combat jusqu'au bout. Le Niger, comme le Mali et le Burkina Faso, a décidé de tourner résolument la page de son passé colonial pour écrire une nouvelle ère, celle de la refondation. Aujourd'hui, nous voici à vos côtés à Bamako pour l'ouverture de la session du Conseil national de transition. Notre présence symbolise et démontre que nos peuples ont su rester debout, résilients et déterminés. Il est heureux de constater que nos peuples de l'AES ont affiché leur détermination à toute épreuve et leur résilience. Nous réussirons, Inch'Allah, cette transformation politique de nos États. Nous réussirons parce que nous avons des leaders politiques résolument engagés, des patriotes lucides, des présidents qui font aujourd'hui la fierté de l'Afrique et du monde. Cette session d'octobre 2025 intervient en effet quelques jours seulement après la réunion historique des présidents des parlements de l'AES consacrée à la validation des projets de textes qui organiseront
nos futures sessions confédérales. C'est là une avancée majeure qui illustre la volonté politique partagée de donner une réalité tangible à notre intégration parlementaire et d'offrir à nos peuples un espace d'espoir et d'avenir. Le président du CNT adresse ses vifs remerciements aux invités de marque qui ont tenu à honorer de leur présence à la cérémonie. Chers frères artisans de la refondation africaine, votre présence parmi nous, vos frères et sœurs maliens, africains de l'AES, loin de surprendre, ne saurait être un simple geste protocolaire. Elle est plus qu'un symbole, la manifestation de l'unité d'action entre nos peuples, l'expression de nos combats et surtout la détermination partagée de bâtir des États souverains, justes, enracinés dans leurs valeurs et résolument engagés sur la voie d'un avenir radieux. Chers collègues, honorables présidents, nous vous disons merci pour votre solidarité, merci pour la fraternité, merci pour l'engagement en faveur du processus de consolidation de l'Alliance des États du Sahel dans la voie tracée et balisée par nos chefs d'État. À l'occasion de cette rentrée du CNT, il a été question pour le président dans son intervention de revenir sur la situation sécuritaire du pays. Notre démarche, nous ne cesserons jamais de le répéter, n'est pas un repli sur soi, mais une réorientation stratégique fondée sur la recherche de solutions adaptées à nos réalités, les réalités du Sahel. C'est pourquoi le Conseil national de transition se reconnaît dans le retrait avec effet immédiat du statut de Rome de la Cour pénale internationale des États de la Confédération. Les dernières semaines ont vu les terroristes et leurs sponsors en cravate aux abois, visiblement en perte de vitesse, s'attaquer aux paisibles populations. Quel crime abominable! Ailleurs et pour moins que ça, on aurait rué dans les brancards pour parler de crimes contre l'humanité. Le peuple de l'Alliance des États du Sahel est un peuple averti et les manœuvres d'instrumentalisation des terroristes pour des fins politiques, d'ingérence dans les affaires internes de nos pays restent connues. C'est sûrement là le centre de gravité des attaques lâches et barbares contre les paisibles citoyens et leurs biens. Cette technique de nous amener à une usure économique sera vouée à l'échec, plaise à Dieu. A rappelé que cette session d'octobre 2025 du CNT va durer 3 mois. La capitale Bamako est paralysée par une crise de carburant essence après un lundi de vive agitation. Le ravitaillement reprend timidement. Ce matin, la rédaction de Chérifla TV s'est intéressée au sujet pour constater l'engouement qui suscite cette pénurie. Voyons donc dans ce micro-trottoir réalisé par Sadio Sidibé et Baba Keita. La capitale vit depuis lundi 6 octobre une grave crise de carburant qui a contraint de nombreuses stations-service à fermer, provoquant de longues files d'attente et des pannes sèches sur les routes. Ce matin, devant une station-service qui disposait d'un petit stock, l'ambiance était à la fois électrique La queue était très longue et tout le monde voulait se ravitailler dans ce petit stock. Les conséquences que ça apporte au pays, c'est genre les gens n'arrivent pas à se déplacer pour aller au travail parce que pour aller chercher même l'argent, il faut du carburant. Voilà, bon, il y a ce tâche aussi et puis au travail aussi. Certains services marchent avec les groupes électroniques. Donc il n'y a pas de carburant. Bon, le courant aussi. Voilà, donc c'est ces difficultés que ça apporte. Bon, sincèrement, pour être sincère quand même, c'est depuis hier soir que j'ai commencé. Parce que j'avais un peu de carburant dans ma voiture, mais bon, c'est hier que j'ai commencé à chercher ça. Non, pas du tout, je ne suis pas parvenu. Parce que là j'étais assise à la porte. Bon, on vient de me dire tout de suite qu'à la station SMC, le PDG a donné l'accord pour que nous puissions prendre un peu d'essence. Donc là, j'ai pris ma voiture, je suis venu
pour voir si je peux trouver un peu, mais actuellement c'est un peu compliqué. Les inquiétudes sur l'approvisionnement sont vives. Heureusement, la situation s'est légèrement améliorée ce mardi avec la réouverture timide de plusieurs distributeurs, à l'image de la station SMC à Magnambougou. Ce que nous avons ici, c'est l'ancien stock. Sinon, on n'a pas eu de nouveaux stocks. Mais ça fait à peu près 3 semaines qu'on cherche du carburant et il n'y en a pas. Et puis le stock là, c'est tout petit peu seulement. Peut-être dans la journée même ça va finir. Il n'y a plus de stock ici, il n'y a rien ici. Bon, je ne peux pas dire ça, parce que ça mentir, parce que 3 semaines, il y a 3 semaines, nous sommes là en train de chercher du carburant, il n'y en a pas. Donc ça dépend de l'État. Parce que si les camions ne rentrent pas, on ne peut pas avoir de carburant. Oui. Selon certains clients qui sont à la recherche du carburant depuis des jours, cette pénurie impacte leur quotidien. Idem, les opérateurs économiques. Il n'y a pas trop à dire. Bon, depuis hier, nous cherchons l'essence. Jusqu'à maintenant, on ne va pas trouver. Depuis quel jour, depuis quelle heure vous êtes à la recherche? Depuis hier nuit, vers les 20h, 21h. Et des aliments jusqu'à Sangaribou, on a trouvé des stations ouvertes seulement. Voyez-vous même, il y a trop de gens ici. Bon, ils sont là à l'attente pour le moment. Rappelons que les autorités multiplient les efforts pour assurer un ravitaillement normal, mais ces initiatives sont sabotées par les attaques répétées de groupes armés qui ciblent les camions-citernes. Suivons ce point de presse organisé ce mardi par la primature de Bamako sur la situation des hydrocarbures du pays. Officiel déterminé par l'État. Il se trouve que certaines situations sont présentées aux agents sur le terrain, notamment l'inflation sur le prix de vente de l'essence et du gasoil, ce qui nous a amené, nous en tant que direction du commerce, à sanctionner, souvent même à fermer des stations de vente de carburant. Je pense que la situation de fragilité ne nous donne pas cette possibilité de fermer. Plutôt, nous allons essayer de sanctionner pour éviter les hausses exagérées des prix. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, comme le grand frère Dial l'a dit ici, il y a des images de manipulation là, qui sont en train d'être publiées sur les réseaux sociaux. C'est l'occasion pour moi de rassurer la population que nous ferons en sorte que les prix et le ravitaillement du pays soient assurés. Merci beaucoup. Actualité sur un tout autre plan, le Comité national des jeunes travailleurs de l'UNTM, en quête de la promotion de la citoyenneté, a procédé officiellement à la montée des couleurs nationales ce lundi 6 octobre au siège de l'Union nationale des travailleurs du Mali. Cette initiative citoyenne sera désormais exécutée chaque premier lundi du mois selon le secrétaire général du bureau exécutif de l'UNTM, M. Yacouba Katile. Le bureau exécutif de l'UNTM salue le Comité national des jeunes pour cet acte hautement citoyen avant de se réjouir de cette montée des couleurs. Pour comprendre l'objectif recherché à travers cette initiative du Comité national des jeunes travailleurs de l'UNTM, écoutez le secrétaire général du bureau exécutif de l'UNTM au micro de Sadio Sidibé et Samba Traoré. Comme impression, c'est dire tout simplement, lorsque nous avons demandé à la réunion qu'on soit là les premiers lundis du mois pour la montée des couleurs, cela a été pris au sérieux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui sont en tout cas à Bamako ici, majoritairement au niveau du bureau exécutif, ont eu à faire les déplacements. Mais au-delà, il y a eu également le Comité national des jeunes travailleurs qui, il faut vraiment féliciter des passages à travers vraiment leur président. Et ce comité a cherché à pouvoir vraiment, dans le cadre de la citoyenneté, d'être dans un camp pendant quelques jours, et pour en tout cas apprendre pour certains, mais pour en tout cas des rappels pour d'autres. Ce qui fait que depuis leur retour en famille au niveau de l'UNTM,
Ils ont souhaité à ce que chaque matin puisse vraiment procéder à la montée des couleurs. Et ce qui a été décidé, ça a été acté. Et depuis lors, chaque matin, ils sont là pour la montée des couleurs. Et ils ont voulu à ce qu'on respecte également les principes du premier lundi de chaque mois, comme ça s'est fait au niveau d'autres structures de l'État. Cela également a été décidé lors de la réunion du bureau exécutif. Et aujourd'hui, c'est la première fois que nous avons décidé vraiment d'exécuter cette décision. Et ça s'est bien passé, Dieu merci. Et si tout va bien, cela va continuer et aller au-delà même par rapport à vraiment la citoyenneté, parce que nous sommes dans tous les segments de l'État. Lorsque nous sommes suffisamment informés, on est suffisamment outillés, il y a de fortes chances que vraiment ça puisse s'étendre à d'autres citoyens. Et ce qui fait que c'est déjà décidé, si tout va bien, chaque premier lundi du mois, que moi je sois là, je ne sois pas là, cela va s'exécuter désormais. Et sans tenir compte que chaque matin, la jeunesse qui a décidé vraiment d'œuvrer pour ça, la jeunesse serait là chaque matin pour la montée des couleurs. Je remercie tous ceux qui ont fait les déplacements ce matin et qu'au fur et à mesure, l'engouement puisse vraiment être encore grand et que nous soyons davantage informés, sinon formés, parce que à la fin, il va falloir que vraiment nous fassions venir des responsables, des experts, ne reste que quelques heures vraiment d'échange avec les membres du bureau exécutif pour des rappels. Certains qui sont d'un certain âge, je dirais que c'est des rappels, mais pour les encore plus jeunes, et voilà, on pourrait dire que c'est l'apprentissage. Parce que ceux qui sont d'un certain âge, la plupart sont passés par les camps pionniers, voilà, qui ont été des pionniers au moment de leurs études scolaires, premier cycle, deuxième cycle, ainsi de suite. Donc vraiment merci et bon courage à tout le monde. La société Awandjaï et Fils Soadaf a célébré la remise des motos et du gros lot des titres fonciers de la grande tombola du thé Sanga et Mandja. L'événement tant attendu marque un tournant stratégique pour cette marque locale, désormais bien ancrée dans les habitudes des consommateurs maliens. C'était ce jeudi 2 octobre 2025 à l'ACI 2002 Bamako, Awa Diabaté et Ibrahim Koulibaly. La cérémonie, organisée dans un cadre convivial, a rassemblé de nombreux invités, distributeurs, partenaires commerciaux, médias, ainsi que des amateurs fidèles de la célèbre marque de thé. Ce lancement de la tombola s'inscrit dans une stratégie de proximité et de dynamisation de la relation avec les consommateurs. Les récipiendaires se disent très émus de cette remise et remercient la société Awandjaï et Fils Soadaf. Ils ont par ailleurs souligné que cette tombola est une manière de remercier la clientèle pour sa fidélité, tout en consolidant la présence du thé Sanga et Mandja sur le marché. Selon la chargée de communication de la société Soadaf, cette grande tombola est un acte qui entre dans la consolidation de la cohésion sociale, de la paix et du bien-être de tous dans une même harmonie. Alors aujourd'hui, nous sommes là pour faire des dons de remise après notre tombola qu'on a lancé depuis le mois de janvier 2025. Du coup, on a eu le samedi passé la cérémonie de tombola, on a fait les jeux, les sélections et aujourd'hui, on a convié les gagnants à notre siège. Alors par rapport à aujourd'hui, nous sommes très contents parce que Soadaf s'engage au jour d'aujourd'hui envers les Maliens. On est là pour aider le Mali, pour développer le Mali. Nous sommes là pour accompagner les jeunes. On a beaucoup de projets en vision. Et aujourd'hui, on est très contents de cette tombola parce qu'on a eu beaucoup de sourires, il y a eu beaucoup de retours, il y a eu beaucoup de gagnants qui sont contents. Des personnes aussi qui ne s'attendaient même pas à avoir des lots comme ça. Comme une dame qui, je pense après son reportage, qui a expliqué qu'elle ne s'attendait même pas à avoir un terrain. Et vraiment, ça, ce sont des choses qui nous comblent de joie.
Parce que avant même de penser au lot et aux gagnants, nous, notre objectif, c'est de faire aimer nos marques. Mondia, Sanga, ce sont des produits qui ne sont pas seulement des marques de thé, mais ce sont des marques qui s'engagent au jour d'aujourd'hui envers les Maliens, pour les Maliens, et d'où vient notre slogan, produire en Afrique, pour l'Afrique. La cérémonie s'est clôturée dans une ambiance de joie autour de la remise symbolique. Suivons à présent l'actualité internationale en plus brève et en images commentée par Kafne Bachili. Le président malgache Andjara Djouel a nommé lundi un nouveau premier ministre, le général Rufin Fortuna, un major de l'armée. Cette décision intervient dans un contexte de tensions sociales exacerbées avec des manifestations régulières de jeunes depuis plus d'une semaine. Andjara Djouel explique que ce choix vise à rétablir l'ordre et la confiance dans le pays. Le nouveau Premier ministre succède à Ntsai Christian, dont le gouvernement a été dissous le 29 septembre sous la pression des manifestants. Andjara Djouel précise que le nouveau Premier ministre, Rufin Fortuna Zafi Zambo, devra faire ses preuves dans les 6 mois et que son maintien au pouvoir dépend de ses résultats. Cette nomination est contestée par la génération Z, qui la dénonce comme une diversion politique et menace de durcir son mouvement. La crise à Madagascar continue de générer des violences avec au moins 22 morts selon l'ONU. Des milliers de personnes participent à la marche de solidarité avec Gaza à Rabat. Des milliers de Marocains se sont rassemblés à Rabat pour exprimer leur solidarité avec le peuple palestinien. Des avocats, des familles et des citoyens ont marché pacifiquement, portant des drapeaux palestiniens et des bannières appelant à la liberté, au soulèvement et à la paix pour la Palestine. Les participants ont souligné la position historique et humanitaire du Maroc en faveur de la cause palestinienne. De Rabat, devant le Parlement, la marche a reflété un engagement national et mondial en faveur de la justice et de la dignité humaine. Les avocats de Rabat ont décidé de participer à la marche nationale de solidarité avec le peuple palestinien. C'est bien entendu la position naturelle et historique de tous les avocats marocains ainsi que des avocats du monde entier, déclare une manifestante. En soutien à la cause palestinienne et à nos frères en Palestine, en solidarité avec les blessés de Gaza, qui souffrent depuis 2 ans. Cette marche prouve une fois de plus que le Maroc est aux côtés du peuple palestinien jusqu'à la création d'un État palestinien indépendant, ajoute un manifestant. Khaled El Enani, ancien ministre égyptien du tourisme et des antiquités, a été désigné lundi pour prendre la tête de l'UNESCO. Le conseil exécutif de l'agence onusienne en charge de l'éducation, des sciences, de la culture et de la communication l'a choisi pour succéder à Andrei Azoulay. Après le retrait de la candidate mexicaine Gabriela Ramos, seul le Congolais Firmin Edouard Matoko, ancien sous-directeur général de l'UNESCO, restait en lice. Sur les 58 États membres composant le conseil exécutif, 55 ont voté en faveur de Khaled El Enani. Son élection devra être encore confirmée par la conférence générale de l'UNESCO prévue à Samarcande du 30 octobre au 13 novembre. Toutefois, cette instance n'a jamais remis en cause une décision du conseil exécutif. Khaled El Enani deviendra ainsi le premier directeur général de l'UNESCO, originaire d'un pays arabe, et le 2e africain à occuper ce poste, après les Sénégalais Amadou Matar Mbo, en fonction de 1994 à 1997. Devant le conseil exécutif, il s'est engagé à collaborer étroitement avec l'ensemble des États membres afin d'élaborer collectivement une feuille de route visant à moderniser l'UNESCO et à l'inscrire résolument dans l'avenir.
Le président malawite Peter Mutharika poursuit la restructuration de son gouvernement après sa réélection récente. Ce week-end, plusieurs nominations importantes ont été annoncées, témoignant de la volonté d'instaurer une équipe renforcée pour ses prochains mandats. Parmi ces décisions, la nomination d'Enoch Shihana au poste de deuxième vice-président du pays se distingue. Membre de l'Alliance pour la démocratie, Shihana a joué un rôle clé en concluant un accord avec le Parti démocratique congressiste DPP de Mutharika avant les dernières élections générales. Ce remaniement intervient dans un contexte où Mutharika, réélu pour un nouveau mandat, met l'accent sur des réformes structurelles, notamment pour dynamiser l'économie et renforcer les institutions nationales. Le nouveau gouvernement comprend également plusieurs autres nominations stratégiques. Georges Champoda occupe désormais le poste de ministre des Affaires étrangères, tandis que Joseph Wanamveka est chargé des finances, de la planification économique et du développement. Alfred Gangata devient ministre d'État chargé des responsabilités particulières. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée à tous en compagnie de nos programmes.